au Méliès pour ce 5e et ultime jour du 10e Festival du film de Montreuil que nous organisons en partenariat avec l'association des spectateurs du Méliès, Rencard au Méliès. Merci à elles et eux et toutes mes félicitations pour l'organisation exceptionnelle de ce vote à la fois, enfin ce vote du public et ce jury que je salue également, qui est parmi nous. Voilà, merci d'avoir suivi les 10 films que nous avons présentés cette semaine en compétition. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers du vote, vous avez normalement reçu un petit carton avec une note de 1 à 5 en entrant dans la salle. Voilà. À l'issue de la séance, quand vous quitterez la salle, il faudra le déposer dans une urne que transporteront les bénévoles de Rencard et veillez à bien déchirer à l'endroit de la note que vous souhaitez attribuer à HCAL. Voilà pour ce propos introductif. C'est une séance, c'est une des dernières séances du festival. Je ne peux même pas vous conseiller la prochaine parce qu'elle est complète. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller prendre des places pour sans filtre. Et en attendant, pour moi, c'est un... Oui, vous verrez après. En attendant, pour moi, c'est un grand honneur parce que nous accueillons aujourd'hui Youssef Chebbi, le réalisateur d'HCAL. Youssef, vous pouvez venir accompagné de son producteur. C'est le deuxième film de la quinzaine des réalisateurs que nous présentons dans cette compétition en partenariat avec le GNCR, que je remercie. Messieurs, c'est très gentil à vous de nous rejoindre en ce beau dimanche après-midi pour accompagner ce film ardent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot avant que la projection démarre ? Merci beaucoup de nous inviter. Merci d'être là pour notre film. Ce film est né... la première idée, c'est vraiment arrivé de longues balades dans ce quartier qu'on voit dans le film. Et donc c'est vraiment un sentiment d'étrangeté, le fait de se sentir un peu observé par tous ces immeubles. C'est ce qui a un peu aussi donné l'envie en fait d'écrire cette histoire et d'organiser tout ça autour d'un film. Donc voilà, j'espère que ça fait déjà quelques années, donc j'espère que ça reste encore dans le film. Donc non, je suis très heureux de le présenter ici. Je suis très heureux je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé à le faire. Fares en premier, toute l'équipe. J'ai eu la chance d'être entouré d'une équipe vraiment formidable. Et voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur le film, on en parlera après. Une fois que vous l'aurez vu. Voilà, merci encore et puis bonne séance. Merci Youssef. On est content d'être là, merci Méliès, merci GNCR et bonne projection. Super. Voilà, à tout à l'heure pour une rencontre. Merci. Et je tiens à dire que c'est une avant-première particulièrement tôt, puisque ça fait partie des films qui ne sortiront qu'en 2023, donc savourez cette projection exceptionnelle. Bonne séance. Merci d'accueillir chaleureusement Youssef Chebbi. Merci beaucoup, accompagné par son producteur, Fares Tadjimi. Merci Youssef. Rebonjour à vous toutes et tous. La salle va progressivement se rallumer. Voilà, c'est performatif. Avant de vous laisser la parole, peut-être quelques premières questions. Vous évoquiez en introduction le lieu dans lequel vous avez déambulé, puis tourné HCAL, un lieu qui s'appelle les Jardins de Carthage. Et ça réunit beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire ce sont évidemment des constructions qui datent de l'époque de Ben Ali, qui ont été interrompues, et en même temps ça évoque un passé beaucoup plus lointain avec Carthage. Je crois que c'est pas très loin des ruines même de Carthage. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur le choix de cette localité qui évidemment fait écho à une histoire récente et une histoire beaucoup plus ancienne? Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce lieu, c'est les différentes strates historiques, en fait. Donc vraiment du contemporain au plus ancien, et
du coup, oui, la cité, les ruines de Carthage sont vraiment à 1 kilomètre à pied des jardins de Carthage. Donc d'ailleurs, les jardins de Carthage ont été aussi construits sur l'ancienne cité, vu que c'était un terrain qui appartenait à l'ancien régime. Ne se posait plus la question des autorisations, etc. pour construire, donc ils ont construit. Et oui, je pense aussi que le motif du feu est aussi un peu... Parce que Carthage a été détruite aussi après un siège de quelques années par le feu. Et du coup, ouais, j'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de mémoire traumatique un peu qui subsistait un peu encore dans ce lieu. Et du coup, voilà, l'immolation de Bouazizi qui a aussi stoppé cette cité voilà, quasi immédiatement. Et oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de tourbillon un peu temporel qui est assez lié, je trouve. Et bon, vous vous confrontez au régime de Ben Ali de manière assez frontale, de par ce motif de l'immolation que vous venez de citer, et également par cette commission qui est chargée de rétablir une certaine forme de vérité sur les exactions de la police, etc. À quel moment vous avez décidé d'aborder avec ces deux axes narratifs qui sont en fait parallèles, simultanés, cette espèce de critique de la période récente et tragique de la Tunisie, période politique? En fait, le volet politique du film, pour moi, ça n'a jamais été vraiment le but. C'est pas l'idée, ce n'était pas de faire un film ouvertement politique ou... En fait, pour moi, c'est vraiment le lieu qui comptait le plus, et je cherchais un élément qui contrecarre un peu cette minéralité quoi, du décor. Et en fait, l'idée du feu, elle est d'abord arrivée parce que je cherchais une sorte d'élément fantastique, enfin quelque chose de... Et l'idée du feu est venue même avant le personnage de Bouazizi. En fait, c'est certaines représentations du prophète, surtout dans la culture perse. En fait, il est représenté avec une flamme qui lui cache le visage. Et en fait, c'est en tombant sur ces images-là où j'ai fait le rapprochement avec les vidéos qu'on a pu voir en 2011, 2012, 2013, où on a tous ces jeunes gens qui se brûlent, et parce que l'immolation a aussi une sorte de portée prophétique quelque part. C'est un geste politique, mais l'idée c'est d'éveiller les consciences, de créer un mouvement aussi vers une sorte de libération. Et donc c'est ce qui m'a motivé en fait à me dire je vais plutôt travailler sur la mystique en fait autour de ce geste pour ensuite le rapprocher à une histoire plus contemporaine de la Tunisie. Du coup, le volet politique n'a jamais été une envie première, mais ça se pose forcément vu que c'est aussi lié à tout ce qui s'est passé récemment. Et je sais plus presque tout. Et il y a ce volet politique qui est renforcé quand même par la police des polices. Oui, voilà, et la commission aussi. Enfin, la commission, c'était vraiment la première envie, c'était de créer un conflit pour les personnages en fait, pour le personnage de Fatma surtout, qui se retrouve un peu entre avoir ce poids familial et en même temps être un peu pourchassé quoi, par ses collègues, ou en tout cas marginalisé. Et donc voilà, à chaque fois, l'idée c'était de trouver des éléments. Je pense que tout le film est construit là-dessus, de jouer avec des éléments de la Tunisie contemporaine et ne pas les aborder uniquement via le prisme politico-social, mais les utiliser aussi comme des motifs, comme des icônes, ou parfois comme des tournures scénaristiques aussi. Je vois bien que le film aussi il a un côté politique, c'est sûr, mais c'est pas du tout l'intention première en tout cas. C'est plutôt de partir de motifs. Et comme celui de l'immolation, qui est pour moi, en tout cas, il est autant politique que mystique, religieux. On le sent notamment parce que, en fait, il y a quelque chose d'assez curieux dès le démarrage du film, c'est d'imaginer qu'une personne a pu s'immoler en solitaire, sans regard porté sur elle, c'est-à-dire sans volonté de rendre public ce geste-là, qui est public parce qu'il est fait dans l'espace public ou parce qu'il est filmé. On voit d'ailleurs un certain nombre de vidéos. Du coup, je crois que ce postulat mystique, on le comprend tout de suite.
Bonjour tout le monde. Salut Youssef. Félicitations pour ce très beau film. Voilà, et en tout cas, je te remercie d'avoir si bien traité, avoir sublimé cette symbolique du feu dans cette Tunisie qui ne cesse de se répéter. C'est un peu un phénomène un peu cyclique donc de Carthage et c'est un pays qui continue de brûler malheureusement. Donc et je voulais juste te féliciter pour tout ça, mais aussi j'ai une petite question. Peut-être c'est un peu évident, mais est-ce qu'on y voit une réincarnation de Mohamed Bouazizi dans ce personnage qui est un peu fantastique? Voilà, merci. Je pense que c'est légitime d'y voir une sorte de représentation. Moi, c'est pas mon but. Mais je comprends qu'on puisse le ressentir, bien sûr. Pour moi, ce personnage, c'est plus quelqu'un qu'on n'arrive pas trop à définir, on ne sait pas si c'est un prophète, un terroriste, un anarchiste, un sauveur, un destructeur. C'est vraiment... moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il échappe en fait un peu à toutes ces définitions et que... Et voilà, qu'il soit pas... bien sûr, enfin, je veux dire, tout ce qui s'est passé a rendu Bouazizi un peu de l'ordre de l'icône. Et je pense que c'est ce qui m'intéresse un peu plus. Enfin, est-ce que c'est quelque chose d'iconique, plus que la réincarnation de ce qui s'est passé et qui reviendrait aujourd'hui. Comme ça, pour moi, c'est vraiment un personnage qui échappe un peu aux considérations de tous les autres, qui sont un peu pris dans leur petite besogne, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, il kidnappe un peu le film. On abandonne tous les autres pour le suivre. Donc ouais, je comprends ce sentiment, mais c'est pas vraiment l'idée. Et si on s'engouffre un peu dans cette... Jusqu'à présent, on n'avait pas prononcé le mot de thriller, on a évoqué rapidement le genre, mais c'est vrai que le film est très marqué visuellement et narrativement. Vous parlez du fait qu'il kidnappe le film, et c'est vrai qu'on a la sensation à un moment d'un renversement de point de vue pour passer de son côté. Je ne sais plus exactement à quel moment ça se fait, peut-être à la mosquée, c'est à ce moment-là que... Et pourtant, le film adopte au moins à une reprise son point de vue précédemment, puisqu'il me semble qu'il y a un plan depuis un toit où on est, pour la première fois, le trouble naît parce qu'on se demande qui regarde à cet endroit-là. Et moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez justement comment vous avez pensé à ces plongées qui peuvent être à la fois le point de vue de cet homme feu ou ceux des policiers qui pourchassent. L'idée de filmer à travers les fenêtres, en tout cas qu'on sente que les immeubles observent les inspecteurs, c'est vraiment un sentiment qu'on a en se baladant dans ce quartier. On a vraiment l'impression d'être observé, en fait, vu qu'on est entouré de tous ces immeubles et toutes ces fenêtres un peu noires et tout. On se dit que voilà, c'est un parfait point d'observation sur en fait, c'est ce côté très fixe, quoi, de ces immeubles qui regardent un peu la vie se faire, quoi, à l'extérieur. Et donc ça, c'était dès le début une envie de même avant de penser à ce personnage, mais de personnifier les immeubles en eux-mêmes, quoi, qu'ils aient un point de vue. Et ensuite, une fois qu'on entre dans les immeubles, ils ont un côté très, très muséal. On a l'impression que c'est des œuvres en elles-mêmes. Et du coup, d'où ce plan qui, à un moment, déambule dans l'immeuble tout seul. Et après, oui, bien sûr, le personnage de l'homme à la capuche vient, lorsqu'il apparaît, vient un peu justifier ces points de vue-là. Mais ouais, au début, c'était vraiment l'idée de donner aussi une sorte d'autonomie, quoi, à ces immeubles-là, qu'ils aient un regard aussi sur... parce qu'ils représentent aussi ce truc qui n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Et le problème vient peut-être de l'extérieur, en fait, plus que des immeubles en eux-mêmes. Et il y a quand même une rupture, on parle de ce mouvement, je ne sais pas si c'est un steadicam à ce moment-là, mais qui vient rompre quand même avec
un régime visuel que vous maîtrisez parfaitement, mais de plans fixes, avec quelque chose qui est assez rare, très plaisant, c'est-à-dire il y a des plans d'ensemble dans votre film, avec des arrière-plans, je pense la scène d'écoute depuis la fenêtre de la part de l'employé de maison qui écoute à ce moment-là, et donc je me demandais comment vous aviez pensé la combinaison justement du mouvement et en même temps de la fixité dans laquelle vous disposez beaucoup de personnages, beaucoup d'actions. Ouais, l'idée c'était vraiment que la caméra ne bouge pas trop et qu'elle ne bouge que lorsqu'il y a un point de vue qui est introduit ou qu'il y a un personnage, un nouveau personnage qui arrive. Le décor se prête vraiment très bien à ça en fait. C'était des tableaux assez clairs, et ouais, l'idée c'était vraiment d'essayer de capter l'immensité de cet espace et aussi de faire que le corps des comédiens se confonde un peu là-dedans, qu'on ait le sentiment en tout cas ils peuvent rentrer, sortir, avancer, reculer. C'était assez agréable de travailler en fait dans des proportions comme ça, on va dire, de laisser les scènes aussi respirer, et parfois des scènes qui pouvaient faire un paragraphe grâce au décor, d'un coup devenait plus ample, non seulement nous permettait de raconter l'histoire, mais aussi de capter en fait tout ce qui se passe dans ce lieu-là, avec tous les sons en plus qui s'offraient à nous. Et je sais pas, c'était assez naturel en fait d'imaginer la mise en scène comme ça, parce que encore une fois le décor conduisait pas mal l'intention. Et pour le plan du stead où on avance comme ça dans l'immeuble, oui, là c'était vraiment de pousser un peu cette idée que les immeubles nous observent. Donc on commence par la voiture des flics qui part au loin, ensuite on traverse tout cet espace pour arriver sur Fatma qui, elle, est censée surveiller le quartier, mais qui est surveillée aussi. Et oui, voilà, là c'était parce qu'on se rapproche du moment où on va voir l'homme à la capuche, donc c'était une sorte d'introduction à ce personnage. Bonjour. J'ai beaucoup aimé le film, merci. Pourtant, pas du tout adepte du genre. Heureusement que ça n'apparaît pas dans la bande-annonce. mais très beau. Je sais pas, c'était peut-être pas votre volonté. Moi, je le trouve très politique, le film, quand même. Il se positionne aussi politiquement. La vision est claire. Et en même temps, il essaie de comprendre et laisse beaucoup de place aux questions et au débat. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est très difficile de raconter l'histoire contemporaine de la Tunisie. Et vous y arrivez, c'est un angle hyper intéressant, d'enquête policière, type thriller, vous y arrivez vraiment super bien. C'est très intéressant, merci pour ça. Et juste une petite question en fait sur ce qui se passe et ce que vous racontez sur la police. Est-ce que vous vous êtes documenté sur le sujet? Quelles sont vos inspirations? Quelle est la part d'imagination et de documentaire dans tout ce qui concerne la police, qui est un sujet extrêmement complexe et tabou. Merci en tout cas pour le film. Par rapport à l'exactitude de ce qu'on voit, tout ce qui est un peu enquête policière et tout. Oui. IGPN. Par rapport à la commission, c'est inspiré directement de ce qui s'est passé avec la commission. La commission. Oui, voilà, qui s'est terminée en 2019. Mais les enquêtes même au sein de la police. Oui, ça existe aussi. Bon, ça, c'est aussi emprunté parce que c'est aussi une tournure scénaristique pour que le personnage de Batal soit. Il a l'image du traître, donc c'est quelqu'un qui essaie de se racheter, mais on voit bien qu'il a commis, on comprend en tout cas, qu'il a commis plein d'exactions dans son passé et tout, et qu'il essaie de se racheter une conscience. Donc oui, il existe la police des polices en Tunisie aussi, un peu comme l'IGPN ici. Mais après, non, il y a des choses qu'on a inventées. Par exemple, il y a très peu d'enquêtes en Tunisie. Si par exemple on trouve un mort, on va aller tabasser tout le monde, et puis au bout d'un moment quelqu'un va dire c'est lui ou c'est moi ou c'est. Donc non, il n'y a pas ce côté. Et puis d'ailleurs je pense que le film essaye d'éviter ce côté un peu
c'est des flics qui savent ce qu'ils font. Enfin, ils sont un peu perdus pendant toute l'enquête. Ils sont pas, enfin, à part elle qui a un côté un peu instinctif comme ça, de se dire qu'ils sont à la surface des choses. Sinon, il n'y a pas vraiment de génie policier, quoi. Enfin, l'idée, c'était pas du tout aussi de montrer ça. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi le film. Ma question est beaucoup plus terre à terre, pragmatique. C'est à propos du personnage de Fatma, enfin de l'actrice en fait, que j'ai trouvé absolument sublime. Et c'est la première fois que je la vois dans un long métrage de fiction, donc j'étais juste curieuse de savoir où est-ce que vous l'avez trouvée. Est-ce que c'était un casting? Est-ce que vous l'aviez repéré avant? Enfin, voilà. En fait, moi, c'est la première fois qu'elle joue. On s'était rencontrés en 2015 ou 2014. On devait, elle est danseuse. Et on devait faire un film ensemble et qui n'a pas pu se faire. Et du coup, depuis, je pense à elle pour un autre projet. Et puis en commençant à écrire Eshkel, c'est vraiment elle que j'avais en tête. Pour Galaya aussi, pour l'acteur qui joue Batal. Et non, du coup, pour eux, il n'y a pas eu de casting. Et ils étaient vraiment là dès le début, dès les premières versions du script. Et je rebondis sur ce duo de comédiens et de personnages. J'aimerais bien qu'on s'engouffre un peu dans un jeu pas un jeu d'influence, mais évidemment, le polar est un genre extrêmement référencé. Et il y a des polars marqués, ça peut être le polar scandinave, etc. Et là, le film, un réalisateur qu'on a en tête pendant toute la vision d'Ashkal, c'est Kiyoshi Kurosawa, qui est un réalisateur japonais, notamment pour 2 films qui sont Cure et Kairo. Et donc Cure, il se trouve qu'un personnage, je le raconte pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, un personnage est capable de pousser des gens à commettre des meurtres sans avoir d'interférence particulière. Voilà, mais il n'y a aucune preuve tangible qu'il les a poussés à l'acte. Et évidemment, dans le système de vidéo qui est envoyé, on pense très clairement à cet envoûtement d'un film japonais. Alors, est-ce que c'est des films que vous aviez en tête ou pas du tout? Je pense que oui, l'exemple de Kurosawa, c'est marrant parce que c'est un cinéaste que j'aime vraiment beaucoup, énormément, et j'avais pas forcément pensé à son cinéma en écrivant le film ou en le préparant. Mais oui, on en parlait tout à l'heure, un mois avant, ou un peu moins d'un mois avant le tournage, c'est Fares, donc mon producteur, qui m'a dit, en fait, j'ai revu Cure, et puis c'est assez fou les liens qu'il y a entre les 2 films, narrativement, mais même au niveau des motifs. Et du coup, on l'a revu, et c'est vrai que ça m'avait assez frappé. Enfin, il y a des personnages qui se ressemblent vraiment. Enfin, il y a ce personnage qui hypnotise dans Cure, et ici on a cet homme dont on ne voit pas le visage. Et ouais, c'est quelque chose sur lequel je me suis rendu compte un peu sur le tard, mais c'est vrai que c'est une référence, ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y avait le rythme aussi, la mise en scène, le film est large, de laisser les choses arriver dans le cadre. Non, c'est sûr que ça m'a... Enfin, je crois que je l'ai conscientisé vraiment à quelques semaines avant le tournage. Ouais, puis il y a quand même toute une présence fantomatique, la question de la trace, qui sont des choses qui sont inhérentes à son cinéma. Mais du coup, si vous ne l'aviez pas en tête, pour travailler la figure du polar et son rythme très particulier, même si là, le rythme aussi parfois peut être distendu, enfin, vous jouez avec ça. Est-ce que vous avez revu des choses, peut-être lu en fait des choses? En fait, pour tout ce qui est genre, j'évite vraiment d'aller vers des choses que j'aime trop. Là, je pensais plus à je sais pas moi, des cinémas qui peuvent être très très différents de ce film, comme je sais pas, Bresson, même je sais pas, Piala parfois. Enfin, vraiment, c'est aussi des cinéastes qui me touchent énormément et qui arrivent à faire de très belles choses avec une simplicité qui, en tout
cas, j'ai essayé un peu de la chercher aussi dans ce film, de ne pas surcharger les choses, de ne pas abuser des mouvements de caméra, de vraiment les capter aussi, quelque part, les choses sans trop agir dessus. Et être un peu... pas trop découpé. Donc voilà, c'est plus des cinéastes qui ne sont pas du tout référencés comme étant des cinéastes de genre, mais où je trouve que ça peut être intéressant justement d'invoquer cette énergie et de la placer dans voilà, une histoire qui peut être plus classique ou une approche plus référencée en tout cas. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de votre manière de filmer, de découper, etc. Il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, mais ces grands ensembles que vous avez pris beaucoup de plaisir à filmer, à explorer, on a le sentiment que c'est aussi des caisses de résonance sonore. Et j'aimerais bien vous entendre sur ce travail du son qui est aussi lié à une... J'ai noté le nom du compositeur, mais il est dans ma poche. Il faudra le remettre, parce que Thomas Curatlier. Voilà. La texture de la musique que vous lui avez demandé était quand même très brute, quoi. Je ne sais pas trop comment on peut la qualifier, mais elles se font parfaitement dans les échos, les grincements des bâtiments, quoi. Oui, l'idée c'était de travailler sur en fait que tout émane un peu du décor. Donc on a aussi passé pas mal de temps dans ces immeubles à enregistrer des choses qui se retrouvent dans la bande son. Et ouais, c'est vrai que c'était des caisses de résonance assez incroyables, ces immeubles où le vent créait des choses assez dingues. Enfin, un objet qui chute devenait aussi musical. Et après, on s'est inspiré de compositeurs que j'aime beaucoup. Enfin, il y avait Morton Feldman qui était une grosse référence. Et c'est des musiques qui ne sont... Enfin, ça tourne pas autour d'une mélodie fixe. On a l'impression qu'elles se fabriquent, en fait. Elles peuvent commencer par une sorte de souffle de vent et puis petit à petit commencer à s'harmoniser. Et du coup, voilà, il y a eu fabrication de plein d'instruments un peu bizarres, d'objets qui venaient aussi de ce quartier. Et l'idée, c'était vraiment qu'on ait l'impression que la bande-son soit aussi en chantier, qu'elle ne soit pas... qu'elle n'accompagne pas forcément ce qu'on doit ressentir ou quoi que ce soit, mais qu'elle émane vraiment de ces lieux-là, quoi. J'avoue que j'ai envie de parler du feu parce qu'on n'en a pas trop parlé. Et à plein de niveaux différents. Alors, donc il y a 3 éléments qui, moi, m'interrogent. D'abord, les vidéos que vous faites figurer dans le film, qui sont quand même d'une grande violence. Enfin, en tout cas, elles choquent, quoi. Est-ce qu'elles étaient présentes dès le début? Est-ce que vous vous êtes posé la question de ne pas les mettre parce qu'elles pourraient choquer? Parce qu'en fait, elles pourraient être vues simplement sur le téléphone des personnages et non, vous les mettez en plein écran, quoi. Ouais. Oui, on s'est posé cette question, comment traiter, enfin quelle distance avoir avec cette violence. Après, c'est des images qu'on a déjà vues. Enfin, je me souviens qu'en 2011, 2012, 2013, quand c'est devenu vraiment un phénomène qui d'ailleurs recommence, là, en fait, ça s'est pas éteint, en fait, ça continue. On voyait ces vidéos et je pense que c'est ce qui a aussi créé une sorte d'effacement de la mémoire, c'est qu'on commençait à les oublier, enfin, ou à s'habituer. En plus, les personnes qui s'émolent, enfin, on retient le nom de Bouazizi, mais généralement, elles perdent toute identité, on ne sait plus qui, enfin, on sait pas qui c'est. Enfin, l'histoire d'un immolé ressemble à une autre histoire d'un immolé, et puis ainsi de suite. Et du coup, ça nous semblait quand même important que cette image soit aussi impactante, que le film n'adopte pas forcément une distance par rapport à ça, mais qu'elle soit aussi traitée de manière frontale. Et puis aussi le fait que le personnage de Fatma soit fasciné par ce qu'elle voit, et il fallait que ça l'impacte, quoi, que ça l'obsède. Du coup, oui, ensuite, on a utilisé des vidéos qui ne viennent pas seulement de Tunisie, on en a pris de différents pays. Parce que il y a aussi malheureusement vu qu'il y a cet effacement de l'identité, il y a comme une sorte enfin, peu importe l'endroit où ça se passe, en fait, finalement, c'est quelque chose qui recommence et ça devient comme
ouais, comme une sorte de, comment dire ça, de, enfin voilà, quelque chose qui une sorte d'image quoi, qui se répète, qui est un peu à l'infini. Et ce qui est, enfin, en voyant ces vidéos-là, tout a une certaine texture. C'est des vidéos qui sont filmées au téléphone, et je trouve qu'ils soulignent aussi les différentes matérialités du feu que vous avez dans votre film. C'est-à-dire, à la fois, on a des choses qui sont très concrètes. On a le sentiment, enfin, l'image qui est là, par exemple, pour en témoigner, que vous avez fait, enfin, voilà, vous avez très vrai. Vous avez dû travailler avec des techniciens capables de faire marcher un homme enflammé sans risque, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi des passages très numériques. Et on va évidemment parler de la fin du film, mais du coup, d'abord peut-être nous raconter comment vous avez travaillé le feu, et puis ses conséquences, parce que après il y a les corps, tout ça, qu'on voit calciner, et tout ça, c'est... Ouais, c'est... Enfin, pas brut, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut le toucher, quoi. Il y a un truc, on se dit, ah oui, là, ça brûle. Et avant d'arriver à cette conclusion qui mélange beaucoup de choses par les effets spéciaux. Oui, en fait, on a un peu filmé de tout. C'est-à-dire qu'on a filmé des scènes de feu où il n'y avait pas du tout de feu. On a filmé des scènes de feu où on a brûlé des choses. Moi, j'aurais aimé travailler davantage, en fait, avec du vrai feu. Sauf qu'à un moment, bien sûr, c'est quand même c'est mettre en danger aussi les comédiens et l'équipe. Donc il y a des scènes qui étaient impossibles à tourner avec un vrai feu, comme la dernière. Ouais, c'était... Du coup, voilà, pour la fin du film, l'idée c'était d'aller vers quelque chose d'un peu plus fantasmé, en fait, où on ne sait plus vraiment si c'est réel ou si c'est aussi Fatma qui vit un délire. Et puis, vu que la scène, elle est... on ne sait pas si c'est une scène de catastrophe ou peut-être de miracle. Voilà, donc c'était intéressant d'aller vers un feu plus faux, en fait, mais vraiment qui joue avec l'idée du simulacre et aussi de quelque chose qui ment. Ensuite, pour d'autres scènes où on sent vraiment le béton et le concret et tout, c'était aussi intéressant d'avoir vraiment une flamme réelle qui du coup est un peu incontrôlable et qui casse un peu avec cette rigidité du décor et tout. Ouais, et pour cette scène, on a eu le droit à un cascadeur. C'était assez... Tout le monde... Enfin, on attendait tous comment va se passer cette scène, parce que c'était assez impressionnant pour tout le monde. Et non, on a fait 2 prises. Au début, le cascadeur s'était badigeonné de son gel, et puis quand il a brûlé, on était un peu déçus, parce qu'on se disait ça brûle pas assez. Mais lui aussi d'ailleurs. Et du coup, il a vu le rush, il a fait non, ça marche pas du tout, et il a recommencé, et là, il s'est complètement enflammé, et la deuxième fois, ça marchait vraiment. Et c'est drôle parce que ce personnage qui... on est tout à fait dans le point de vue de cette policière, un personnage pour lequel d'abord, qui nous effraie beaucoup, il y a une curiosité vis-à-vis de lui, mais en même temps... Voilà, on a le sentiment qu'il ôte la vie d'autres personnes, etc. Et jusqu'à ce qu'en fait, ça devienne une figure quasiment fascinante. Et évidemment que tout ce que vous avez filmé à l'hôpital, j'ai l'impression que ça joue là-dessus. C'est-à-dire, même nous, en tant que spectateurs, on a envie qu'il survive, quoi. Parce qu'en fait, on a envie d'y croire à cette figure inconnue, anonyme, et capable de brûler, et de brûler à nouveau sans jamais être... Comment on dit combustible, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, comment vous avez écrit ce personnage pour qu'il suscite une telle fascination et qu'on abandonne un peu la répulsion initiale, quoi. Dans vraiment le fait de aussi ne pas comprendre personnellement ce qui motive ce personnage. C'est d'accepter, en fait, d'ignorer ses motivations. Et justement parce que finalement tout ce qui se passe dans le film est très concret. Enfin, il y a une enquête policière, on est habitué à ça. Il y a cette commission, il y a ce pays qui traverse une tempête sociale et politique. Donc tout ça c'est acquis, d'accord. Et en fait il fallait un élément
profondément perturbateur pour que le film puisse aller ailleurs en fait. Et donc pour moi, ce personnage, j'ai essayé de l'écrire en ignorant, enfin en me disant c'est pas grave si tu ne sais pas ce qu'il fait exactement et pourquoi il le fait. Et c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de garder pendant la mise en scène. Par exemple, pour moi, c'est le seul personnage qui est conscient de la caméra, qui du coup, vu qu'il kidnappe le film à un moment, le rythme retombe, il apparaît un peu, au montage, on a essayé aussi de le faire apparaître à des moments où on ne le voit pas rentrer, sortir. Il est là, il est quelque part dans le cadre. Donc voilà, il y avait plus cette approche. Au niveau de l'écriture, il fallait vraiment ne pas essayer de comprendre ses motivations, de le laisser toujours comme une sorte de figure un peu inatteignable. Et à la mise en scène, l'idée c'était vraiment de le traiter autrement que les autres personnages. Déjà, on ne voit pas son visage, mais aussi qu'il agisse en fait, sur le rythme du film, sur les mouvements de la caméra, sur la mise en scène. Ça fonctionne très bien. Encore une petite question, Youssef. Par rapport à cette dernière scène, dont j'ai cru reconnaître certaines personnes, ça m'a fait très marrer, mais en même temps, je me dis, je pense que c'est pas, venant de toi, c'est pas gratuit. Et voilà, je me pose cette question, pourquoi? Est-ce qu'il y a un petit message derrière ou pas? Et, par rapport aux gens qui se jettent au film. Oui. Est-ce que vous pouvez être plus explicite pour... Ça y est, hein, c'est l'ancienne génération. Voilà. Non, faut de la nouveauté. Bon, je pense qu'il faut connaître les personnages parce que il y a sans citer de nom, il y a des acteurs de la scène culturelle. Non, mais en fait, en vrai, c'était dur de réunir des gens qui voulaient se mettre à poil aussi. Voilà, exactement. C'était très compliqué. Je crois que c'est la première raison, et puis voilà, tu les connais, quoi. Quand je leur ai dit qu'il y avait cette scène, ils ont tous dit moi. Okay. Donc voilà, on s'est retrouvés là-bas avec. En fait, il y a pas mal d'amis en fait qui jouent dans leur scène et c'est vrai que c'est compliqué de réunir des gens il y a une trentaine de personnes qui devaient se mettre nus. Et bon, voilà. Allez, arrête. Tout ça, ils ont dit ouais. Donc, et ils ont ramené du monde aussi. Mais non, c'est surtout pour ça en fait. Ça marche. La question était pourquoi être nu pour se brûler? Parce que l'idée en fait, c'était que le feu ne soit pas aussi seulement vu comme une entité de destruction, mais qu'il y avait cette idée d'acceptation aussi, d'accepter cette entité. Et voilà, ça me semblait plus une attitude d'acceptation, en fait, que de se dénuder et d'y aller, plus que de garder ses vêtements et sa matérialité. Oui. Bonjour. C'est juste pour rebondir sur cette thématique, c'est justement, donc les personnages sont nus, mais ils gardent tous leurs chaussures, à l'inverse des... Donc j'imagine que c'est justement pour... je sais pas trop en fait, justement. À la dernière scène ? Oui, ils gardent tous leurs chaussures, à l'inverse justement des autres personnes. Oui, ça c'est vraiment... Oui, bien sûr, je sais qu'on le voit, en plus, ça c'est un truc que je regrette, parce que normalement ils ne doivent pas du tout avoir de chaussures. Après, on était sur un terrain ultra cabossé, il y avait du verre partout, des clous dérouillés, des choses comme ça. Donc, et il faisait très froid, et ils étaient à poil, et voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette question de la tenue des personnages. Bonsoir. J'ai quand même une question sur l'œuf. Est-ce qu'il y a... Parce que c'est quand même quelque chose qui, mine de rien, on revoit plusieurs moments. Bon, il y a ce magnifique pan, et d'un seul coup, on a cet œuf au premier plan, mais c'est aussi ce que donne donc l'homme à manger au chien. Il y a cette scène où les gens vont acheter des œufs. C'est aussi ce que mange Bataille au petit déjeuner. C'est quand même un motif. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui symbolisent dans le film, je me dis, est-ce que... Voilà, c'est un clin d'œil particulier. Est-ce qu'il y avait un mini truc, une petite story derrière cette œuf, ou alors c'est vraiment...
Écoute, pas vraiment. C'est un motif qui s'est un peu invité dans le film. C'est le premier plan qu'on a filmé avec un œuf, donc c'est le panneau. On voit la voiture et puis on finit sur ce petit nid, quoi, avec cet œuf de pigeon. Et petit à petit, c'est un motif qui s'est invité dans le film, vraiment, voilà, on se disait, qu'est-ce que peut acheter l'homme à la capuche. Après, à Tunis, t'as plein d'endroits comme ça où tu peux juste aller acheter des œufs. Et du coup, on s'est dit, oui, pourquoi pas réinvoquer ce motif. Et ensuite, quand on est arrivé à la séquence où Batal prend son petit-déj, oui, Graia, enfin, le comédien, il a dit, bah tiens, les œufs et tout, je vais manger un œuf. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de... je veux dire, je sais pas, de théorie, quoi, derrière. Bonjour, j'avais une question. Alors déjà, les chaussures à la dernière scène, je les ai pas du tout vues, donc... Comment ? C'est le cas de pas mal de personnes. J'ai pas vu les chaussures. Donc. Et j'avais une question sur le personnage de Fatma. Est-ce qu'il y avait une ambition de faire un portrait de femme à travers elle, parce qu'elle a l'air quand même en décalage avec les autres femmes de sa génération. Je savais pas s'il y avait... le fait qu'elle soit une femme, c'était important. Il y avait une question du genre... vous vouliez faire quelque chose avec un personnage féminin en particulier par rapport aux autres femmes. Voilà. Là aussi, c'était pas vraiment une intention. Pour moi, Fatma, c'était vraiment la rencontre avec la comédienne qui a créé le personnage. Je savais que je voulais travailler avec elle. Je savais que je voulais qu'elle ait ce rôle d'une flic. Après, j'ai jamais vraiment... on me posait plein de fois la question de comment ça se fait que les flics, dans un pays comme la Tunisie, où il n'y a pas beaucoup de femmes flics, je sais pas, c'est pas quelque chose qui, moi, m'intéressait, enfin, de répondre à ça. Je voulais pas lui créer une forme de passé pour justifier le fait qu'elle soit femme flic. C'était juste vraiment une envie. Ensuite, oui, non, je sais pas, il n'y avait pas vraiment d'objectif ou d'envie de créer comme ça une sorte d'autre interprétation, quoi, que peut donner le film sur le fait qu'elle soit... Pourquoi en fait elle est femme flic. Pour moi, c'était juste vraiment la rencontre avec la comédienne, me dire que je savais je voulais qu'elle interprète ce rôle, et donc à partir de là, je me suis juste focalisé là-dessus. J'ai pas essayé d'en faire de créer une sorte de dimension politique ou de parler forcément de genre à travers ce personnage. Je crois qu'on peut dire que c'était la dernière question. Merci beaucoup, Sophie. Merci. 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 Merci à vous. Le film sort le 25 janvier. Au Méliès, évidemment, mais dans beaucoup d'autres cinémas en France. Il y a encore des avant-premières à venir.